D'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus pour assister à cette conférence de traiter de Napoléon Bonaparte du sujet était-il ou pas un stratège militaire. Je voudrais dire trois choses avant de commencer. D'abord, remercier les propriétaires du lieu qui nous font l'honneur, la gentillesse de nous accueillir ici. Merci infiniment, merci pour le confort et pour la qualité de l'accueil. Merci également à Hakim de nous avoir invités pour organiser cette conférence, de nous réunir autour d'un si grand homme. Je ne parle évidemment pas de Napoléon. Ça, c'est pour l'humour comédien. Et vous permettrez, sur une note un peu plus personnelle, d'avoir une pensée pour une femme qui fête ses 61 ans aujourd'hui. Je trouve que c'est Madame la Mère. Sans elle, je ne sais pas avec vous ce soir. On oublie trop souvent d'avoir rendre hommage à ses parents et il est bon de le faire. Merci maman. Et je sais que je sais que je suis là, voilà, je suis un peu déstabilisé, je n'ai pas parlé à Napoléon. Mais c'est bon, là, je vais enfin aborder la conférence. Alors, je vais commencer par une citation qui est celle de mon maître. Alors, je n'ai pas l'honneur de l'avoir comme maître, j'étais étudiant à la Sorbonne, mais en tout cas, mes professeurs ont eu comme maître, c'était Jean Tullard, qui est le spécialiste de Napoléon. Et Jean Tullard a dit un jour que Napoléon avait remporté plus de batailles à lui tout seul que César, Alexandre et Hannibal réunis. Or, on a quand même affaire aux trois plus grands militaires de l'histoire de l'Antiquité. Et c'est la vérité absolue. Jean Tullard a compté le nombre de batailles que Napoléon a livrées dans sa vie, 86. Sur ces 86 batailles, il en a remporté 77. Il fait d'abord un taux de victoire de 90%. Et ça fait de Napoléon le militaire de l'histoire du monde qui a remporté le plus de batailles durant toute sa vie. On est donc tenté de se dire que Napoléon est forcément un immense militaire pour avoir remporté autant de batailles. Mais vous êtes au courant comme moi que la dernière bataille qu'il a eu s'appelle Waterloo. Et que celle-là, il la perd. Autrement dit, alors que nous avons de lui l'image d'un militaire qui est victorieux par excellence, généralement quand on voit l'image de Napoléon, quand on utilise l'image de Napoléon, c'est pour utiliser l'image du grand stratège militaire victorieux, pourtant il finit vaincu. D'où la question qu'on peut se poser, a-t-il vraiment été un génie militaire? Quelles étaient les qualités qui étaient les siennes, les qualités en tant qu'homme, en tant que stratège militaire? Est-ce qu'il n'a pas quand même bénéficié d'un outil militaire particulièrement développé? Et puis, au final, qu'est-ce qui explique la chute, la défaite militaire de Napoléon Bonaparte? Je vais commencer par ces qualités qui sont les qualités d'un grand homme. Il faut savoir que chez Napoléon, le génie militaire, il n'est pas inné. Il n'est pas né avec le berceau la faculté de pouvoir savoir quel régiment allait gagner et comment remporter une bataille. Par contre, il peut être bien plein. Napoléon est un homme qui a reçu un enseignement militaire de qualité qui est celui de l'Ancien Régime et il a été à 10 ans dans un collège à Brielle en Bourgogne. Ce collège militaire, il y est resté pendant 5 ans, c'était un peu un collège de dégrossissement pour les jeunes nobles, les nobles par sa famille qui vont recevoir l'enseignement militaire. Il est assez bien noté finalement, puisqu'il termine quand même major de sa promotion à Brienne. Et en 1784, il a eu l'honneur d'intégrer l'école militaire de Paris. C'est une académie militaire qui a été fondée par Louis XV à la fin de la guerre de 7 ans. Parce qu'après la défaite contre l'Angleterre, le régime royal a compris qu'il fallait totalement réformer l'armée française dans son outil militaire, dans le matériel qu'elle va utiliser, on aura l'occasion d'y revenir, mais également dans la formation des officiers, pour être sûr que ce sont des gens qui seront capables de mener les troupes de champ de bataille. Napoléon, en tant que tel, a été formé en tant que futur officier d'artillerie, qui est une arme dite savante à l'époque, et à ce titre, il a eu à manipuler beaucoup de matières. On sait qu'il était extrêmement bon en géométrie, en mathématiques, il est également très bon en algèbre, il peut faire des calculs mentaux extrêmement compliqués. Il est également bon en histoire et en géographie, ça j'aime bien parce que je suis prof de cette matière-là. Par contre, il est extrêmement mauvais, je suis désolé messieurs les littéraires, dans les langues. Il y a une orthographe détestable, il confond océan avec océan, Thucydide pour Thucydide, Salamanque avec salamandre. Quand il se met à écrire lui-même, c'est une horreur. En plus, il y a une orthographe absolument détestable. Je vais trouver quelques citations de ses profs. On va se faire un peu plaisir parce que je veux rendre hommage à la profession qui est quand même un peu trop souvent dénoncée.
À Brienne, un de ses professeurs a dit « Torse de nation et de caractère ira loin si les circonstances le favorisent ». Un autre professeur de grammaire dit « C'est du granit chauffé par un volcan ». Et son prof de mathématiques à l'école militaire de Paris a eu ce jugement, très appliqué aux sciences abstraites, connaissant à fond les mathématiques et la géographie, mais hautain et extrêmement porté sur l'égoïsme. Tout ça pour dire que les professeurs sont parfois des gens qui ont une capacité à voir de très très loin quel va être le destin d'une personne. Des gens au XVIIIe siècle ont été doués là-dedans. Donc Napoléon a reçu une excellente formation militaire. Premier point. Deuxièmement, c'est un homme, quand il va être en situation de commander des troupes, qui va être un maniaque du renseignement. Napoléon, dès sa campagne d'Italie, veut savoir à la perfection le terrain où il va se battre, combien d'adversaires il va avoir en face de lui, et il veut être absolument sûr que l'ennemi en face de lui va faire exactement les manœuvres qu'il a envie qu'il fasse. On sait que c'est un homme qui a été initié à la topographie, non pas quand il a été à l'école militaire de Paris, mais quand il est au début de sa carrière militaire, puisqu'il a intégré le dépôt des cartes de la guerre qui a été fondé par Carnot au début des guerres de la Révolution en 1793. Bonaparte y arrive en 1795. Donc il a pu commencer à ce moment-là à se familiariser avec le principe des cartes, de la topographie et de la géographie du terrain où il va se battre. Ensuite, quand il va être lui-même chef d'État en tant qu'empereur, il va réformer ce dépôt, qu'il va confier en grande partie à un ingénieur géographe qui s'appelait Baclair d'Albe, et c'est lui qui va travailler directement avec Napoléon. On sait que c'est lui qui lui prépare des cartes, où il va épingler l'emplacement des troupes françaises et alliées, et il paraît que les deux hommes, quand ils travaillaient ensemble, étaient tellement absorbés par leur travail que parfois ils sont littéralement assis l'un l'autre directement sur une carte ou couchés. Je vous montre à tous pour que vous puissiez le voir. Je vais passer un peu d'image où on voit Napoléon, on imagine un couché sur une carte. Et parfois, les deux gars sont couchés par terre et ils se collent la tête l'un l'autre parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient en train de relier point la ligne et boum, comme ici, vous étiez sur la même ligne que moi. Oui, absolument. Deuxièmement, toujours dans le renseignement, Napoléon veut avoir des espions qui vont pouvoir le renseigner et qui vont pouvoir intoxiquer l'ennemi. Alors, bien sûr, il y avait déjà un réseau d'espionnage qui existait sous la France d'Ancien Régime. On sait que les premiers réseaux d'espions ont été fondés par Richelieu. Mais Napoléon va ressusciter ce qu'on appelle le secret du roi et va le pousser à un maximum. Napoléon veut connaître exactement qui il va avoir en face de lui. Alors, soit il va s'appuyer sur des ambassades, des ambassadeurs, qui vont, comme c'était le cas d'Alexandre François de la Rochefoucauld, récupérer des informations directement chez les pays où ils sont nommés. Ça peut être également des officiers qui vont être habillés en Pékin, ça veut dire en civil, qui vont aller directement dans les lignes adverses pour recueillir des informations, ou bien ça va être des espions qu'il va envoyer, encore une fois pour recueillir des informations, ou bien pour intoxiquer l'ennemi. Le plus célèbre d'entre eux, c'est un homme qui s'appelle Charles-Louis Schulmeister. C'est un homme qui a quasiment été le James Bond de Napoléon. En mieux parce que lui, il ne se fait jamais prendre. Schulmeister, c'est un homme, par exemple, qui, en 1805, va être envoyé directement à Ulm, qui est la place forte autrichienne que Napoléon doit prendre en Bavière. Napoléon, je vais revenir là-dessus, veut faire un mouvement tournant sur les armées ennemies pour capturer l'armée autrichienne. Et il a besoin pour ça que l'armée autrichienne ne bouge pas de la ville d'Ulm. S'il y a le moindre indice sur les troupes françaises et leur mouvement, évidemment, l'ennemi va s'enfuir. Donc Schulmeister va être envoyé sous une fausse identité rencontrer le général Mack qui détenait la place d'Ulm, et il va lui remettre de faux journaux français qui ont été imprimés par le service de presse de l'armée française, l'indiquant qu'il y a eu une révolte à Paris, que Napoléon non seulement a dû rebrousser les chemins, mais que l'armée française doit stationner directement dans la forêt noire en Bavière. Et du coup, Mack, étant convaincu que les Français ne sont pas une menace, va rester sur place. En réalité, les Français sont déjà en train d'arriver sur ses arrières, mais ça, il ne le saura pas. On peut considérer que sans l'aide de Schulmeister, sûrement que la victoire aurait été beaucoup plus compliquée. Troisièmement, Napoléon, en plus de sa formation et de son goût pour le renseignement, il a lui-même une capacité d'adaptation et de réaction très bonne sur le champ de bataille. En tant que général en chef, c'est vraiment une de ses principales qualités. Pourtant, Napoléon a toujours considéré qu'on ne fait pas la guerre avec des théories. Il y a une phrase de lui que je vais vous lire. L'art de la guerre est un art simple et d'exécution. Il n'y a rien de vague, tout y est bon sens, rien n'y est idéologie. Donc ça veut dire que Napoléon considère qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas un plan, une stratégie que vous allez calquer sur n'importe quelle campagne qui marchera forcément. Du moment que vous savez quelle est votre mission, vous allez utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir.
Maintenant, évidemment, dans sa façon de faire la guerre, il va quand même laisser sa marque. Il y a quand même des manœuvres qu'il va refaire plusieurs fois, et on peut en citer plusieurs. D'abord, le principe de la manœuvre sur les arrières. C'est quelque chose qu'il a fait assez rapidement et qu'il va faire si jamais il est généralement en situation de supériorité numérique. C'est-à-dire qu'il va contourner l'ennemi pour arriver sur sa ligne de communication, de ravitaillement ou de retraite, et ainsi écraser l'ennemi. Ce qui fait par exemple à une avec Bugs, dont je vous ai parlé à l'instant. J'ai passé une carte parmi vous qui vous montre la campagne, comment est-ce que les 7 corps de la Grande Armée, qu'il appelle les 7 torrents, ont été dispersés en arc de cercle sur une position qui va de la Suisse jusqu'à la Saxe, et qui a donc permis à Napoléon de faire un immense mouvement tournant de 200 000 hommes qui capture finalement l'ennemi dans la place de Ulm. Il y a quand même 30 000 hommes qui vont être prisonniers. C'est la principale armée autrichienne qui a été relativisée d'un seul coup. Bien sûr, parfois Napoléon n'a pas la supériorité numérique. À ce moment-là, il va utiliser une autre stratégie qui est celle de la position centrale. C'est-à-dire qu'à partir d'un point donné, il va diviser l'armée ennemie pour avoir la supériorité numérique, mais sur un point donné du front. Ce qui va faire, par exemple, à Austerlitz, qui va être sa plus grande victoire. Austerlitz, c'est une bataille qu'en fait, il a préparée quasiment une semaine à l'avance. C'est-à-dire qu'une semaine à l'avance, il est arrivé sur ce qui va être sa position centrale, qui est le plateau de Pratzen. Il a compris que ce plateau, cette hauteur, domine toute la vallée de Moravie, mais il va préparer le terrain pour, en fait, donner à croire à l'ennemi qu'il va se retirer. Là aussi, il va utiliser toute son intoxication militaire pour faire croire à l'ennemi qu'il est plus faible qu'il n'est en réalité, et il va laisser l'ennemi s'emparer du plateau de Pratzen. Je suis en train de vous montrer en ce moment sur l'image. Je peux le faire dans ce cas si tu veux. Il va volontairement laisser l'ennemi s'emparer de cette position, mais en l'amenant à se glisser forcément sur son aile droite, qu'il a volontairement affaibli, et c'est là qu'il va porter son effort. À partir du moment où l'ennemi, lors de la bataille, va déguerpir le plateau de Pratzen, Napoléon, par une manœuvre sur les arrières, s'en empare, et du plateau de Pratzen, il va diviser en 3 l'armée ennemie, et chaque tronçon va être battu l'un après l'autre. Alors qu'au départ, les Austro-Russes avaient 25 000 de plus que lui. À la fin, l'armée austro-russe a été totalement anéantie. En tout et pour tout, à Austerlitz, Napoléon a perdu à peine 1500 hommes. C'est le nombre égal de personnes qu'il a perdu. En face, on est au moins aux alentours de 40 000 soldats mis hors combat entre les tués, les blessés et les prisonniers. Ça règle totalement la partie. Napoléon a également une autre très grande qualité, il a le coup d'œil. Il voit où l'ennemi va faire sa faute et il sait exactement quel est l'endroit où il faut attaquer. En 1807, 2 ans après Austerlitz, il y a une autre bataille. Là, les forces sont à peu près équivalentes, mais il a vu l'erreur qu'ont fait les Russes. Les Russes ont commis l'erreur de franchir la rivière de l'Albe et de se battre dos au fleuve. Napoléon a vu l'erreur qu'ils ont faite. Et alors que ses maréchaux lui disaient « les troupes ne sont pas encore toutes arrivées, il y a encore des corps armés qui peuvent arriver, on peut attendre ». Napoléon leur dit « non, on ne surprend pas 2 fois l'ennemi en pleine faute ». Il sait que s'il attend trop, l'ennemi peut potentiellement repartir en sens inverse et il n'aura pas le temps de les avoir. Tandis que là, avec les troupes dont il va disposer, il va lancer une attaque massive sur la ville de Friedland, il coupe les ponts et les Russes sont littéralement poussés dans le fleuve et Friedland est une bataille qui va régler toute la guerre. Après, finalement, les Russes n'ont plus d'armée et ils sont forcés de faire la paix avec lui. Dernière chose sur Napoléon, c'est le facteur chance. Napoléon est un homme qui croit à la chance. Aussi bizarre ça puisse paraître pour nous qui sommes plutôt des gens cartésiens, qui sont très rationnels. Napoléon pense qu'il y a une part d'irrationalité dans la vie, que la chance, ça existe, et qu'on doit toujours saisir les opportunités. Il croyait à ce point au facteur chance que quand on lui soumet la nomination d'un général, il commence toujours par dire est-ce que cet homme a de la chance? Parce que si l'homme n'a pas de chance, on ne va pas prendre le risque de donner des troupes de commandement à cet homme-là. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il va réussir à arriver à un point D, à tenir le temps qu'il faut pour pouvoir ensuite éventuellement contre-attaquer. Ceci donc pour dire que oui, Napoléon, incontestablement, est un homme qui a beaucoup de qualités. Sa dernière, c'est quand même l'art de la mise en scène et le contact qu'il va avoir avec ses hommes. Donc ça, c'est une idée reçue que nous avons en général par rapport à Napoléon. C'est un homme qui est proche de ses soldats. Et en fait, c'est un peu une idée reçue. En fait, Napoléon, c'est probablement un des chefs de guerre suprêmes qui a vécu le plus éloigné de ses hommes. Parce que parfois, ces hommes, ils ne mangent pas. Quand l'armée française va trop vite, l'intendance n'a pas eu le temps de suivre.
Et plusieurs fois, ces soldats vont se battre le ventre vide. À Waterloo, l'armée française a combattu toute la journée sans avoir rien mangé la veille. Napoléon a toujours mangé le soir parce que la cantine de l'empereur, elle est toujours bien remplie. Et il a toujours eu son verre de chambertin qui lui a été servi par la cantine impériale. Donc, en fait, Napoléon ne vit pas la vie de ses soldats. Mais il parvient à le faire croire. D'abord parce qu'il va s'imposer quand même parfois un certain nombre de difficultés. Il peut lui arriver de passer plusieurs heures à cheval, parfois sans manger. Il n'a pas peur d'aller au contact des hommes. Et généralement, il se renseigne toujours sur le régiment qu'il va voir. C'est-à-dire qu'avant de voir les soldats, il demande au général, c'est qui le plus ancien soldat de l'unité là? Il a fait quelle bataille? D'accord. Et alors le soldat, il lui dit, alors mon brave, vous êtes en Aragon, n'est-ce pas? Quelle bataille? Vous vous rappelez de ce canon que vous avez pris contre les Russes? Ah, le soldat se dit, oh, mais l'empereur me connaît, l'empereur m'a reconnu. Et puis Napoléon va jusqu'à pousser le vice, jusqu'à s'enlever sa propre décoration et à donner aux soldats. Alors évidemment, grâce à ça, les soldats ont vraiment le sentiment que, un, c'est l'un des leurs, que deux, il comprend leur souffrance, qu'il se met à la même hauteur qu'eux, et ils ont d'autant plus le sentiment d'avoir affaire à un chef exceptionnel. Que tant qu'il est là avec eux, ils seront forcément victorieux. Autrement dit, il n'est pas venu avec une très bonne propagande à pousser les soldats au-delà de leurs limites. Et il obtient d'eux beaucoup plus qu'aucun autre général n'aurait obtenu. Parce que l'admiration pour un chef, ça compte. Il sait également leur parler. On a plusieurs discours de Napoléon qu'il a fait à ses soldats, qui sont généralement des discours qui sont courts, mais qui sont directs. Il parle directement aux soldats. Il sait comment il faut leur parler. Il sait quelles sont les images qu'il faut avoir avec eux. Je vais vous lire un seul de ces discours. En fait, le premier qu'il a eu avec les soldats, quand il est en Italie en 1796. On a affaire à des soldats qui sont littéralement en train de pourrir dans les Alpes pendant 2 ans. Ils n'ont pas reçu leur solde depuis 1 an. Certains ont des soldats ont des vêtements rapiécés. Et quand il arrive, lui, tout le monde s'imagine que c'est un petit général de salon. Il ne doit son grade qu'aux largesses que sa femme a pu obtenir pour lui. Or, il arrive. En quelques minutes, tous ces généraux qui lui annoncent ces futurs maréchaux ont compris qui était le patron. D'ailleurs, le patron, c'est comme ça que les soldats l'appellent. On l'appelle le patron. Et Napoléon leur tient ce discours. Soldats, vous êtes nus, mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables, mais ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. C'est intéressant, on voit que juste en disant ça, il constate que ça ne va pas. Autrement dit, il est comme l'homme politique qui voit où sont les problèmes et qui a eu l'intelligence de les pointer. Mais tout de suite, comme n'importe quel homme politique qui se respecte, parce que c'est également un peu un politique Napoléon, il donne sa solution à lui et ses promesses. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde, de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir, vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Seul à l'Italie, manquerez-vous de courage ou de constance. Et d'après les témoignages, la troupe l'a acclamé. Alors bien sûr, s'il n'avait pas tenu cette promesse, on voit pourquoi ces soldats l'auraient suivi. Et lui, justement, tient ses promesses. Parce que quelques semaines plus tard, il a vaincu les Piémontais et il a pu leur verser leur première solde depuis 1 an en or massif. Napoléon aussi sait récompenser ses soldats. Alors évidemment, la principale récompense, c'est la Légion d'honneur. Là, j'en ai une réplique pour vous. C'est pas la vraie, hein. Celle-là, elle va juste coûter 40 €. Donc, si vous voulez la garder pour vous, je m'en fiche, je pourrais en acheter d'autres. Mais celle-ci, elle est vraiment, je te laisse la passer, aux armoiries impériales. Et cette Légion d'honneur, ça va être en quelque sorte presque le nec plus ultra de ces soldats. C'est vraiment ce pourquoi certains sont prêts à se faire tuer. On sait qu'il va en avoir à peu près 48 000 qui vont recevoir la Légion d'honneur sur une armée qui a à peu près 1 million d'hommes. Et puis toujours dans sa propagande, Napoléon va être même un reporter de guerre. Parce que Napoléon, c'est un grand chef de guerre, c'est quelqu'un qui communique et qui convainc le public, pas seulement ce soldat, mais le public en entier, qu'il est vraiment quelqu'un que l'on doit suivre. Alors, dès la campagne d'Italie, il a fondé des journaux dont on sait qu'il a écrit lui-même certains articles. Et il y a une phrase que Jean Tuard aime citer, que je vais citer également. Dans un journal, il a écrit la phrase que tout le monde a lue. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Bah, on n'est jamais mieux sur lui que pour soi-même. Évidemment, s'il avait laissé un autre journaliste le soin de l'écrire, ça n'aurait pas été la même chose.
Napoléon, en fait, il faut bien savoir que c'est un enfant de la Révolution. Il a compris que l'opinion publique était désormais devenue un fait établi. Vous ne pouvez plus, après la Révolution, faire une politique si le peuple n'est pas avec vous. Maintenant, tout dépend de l'information qui va apparaître au public. Lui, effectivement, a censuré la presse pour des raisons qui sont trop longues à voir, mais il s'en est également servi. Et à tel point qu'à un moment donné, les artistes viennent d'eux-mêmes se présenter à lui. Naturellement, la peinture a été l'endroit où il a le plus brillé. Et là, je vous donne un exemple que je ferai passer au milieu de vous. C'est une peinture du baron Gérard qui est à Versailles, qu'on voit dans la galerie des batailles, où on voit la fin de la bataille d'Austerlitz. C'est le moment où vous avez la garde impériale qui revient avec enthousiasme porter à l'empereur les drapeaux de la garde impériale. C'est ce qu'on voit sur la gauche du tableau. Et le génie du peintre a été de faire un contraste entre l'enthousiasme, la foule des soldats qui arrivent, et en face, la sérénité de Napoléon, qui est calme, réfléchi, un peu comme s'il était le maître du temps, le maître de la guerre, et que du coup, il contrôle l'intégralité de la situation. Il y avait une façon de représenter la gloire napoléonienne, non seulement pour célébrer la gloire personnelle de Napoléon, mais également pour donner envie aux futurs recrues de s'engager dans l'armée. Vous voyez ce que l'empereur fait en ce moment. Si vous vous engagez dans l'armée, vous pourrez vivre exactement la même chose. Alors bien sûr, avant de passer à ma deuxième partie sur l'outil militaire, en matière de propagande, vous pensez bien que Napoléon parfois dort un peu le coup à la réalité. L'exemple le plus fameux, c'est quand même le pont d'Arcole. On a tous au moins vu une fois cette image de Bonaparte peint par Antoine Gendreau qui, tel un dieu de la guerre, franchit le pont sur la mitraille et tenant le drapeau français à la main. La vérité, il est tombé du pont, il a failli se noyer. Ces soldats l'ont récupéré dans la boue, littéralement. Ça, évidemment, il s'est bien gagné de le dire. Mais le fait est que ce tableau du pont d'Arcole a été reproduit sous forme de gravure dès 1796, a été diffusé dans toute la France, dans toute l'Europe, et on sait par exemple que celle qui deviendra sa maîtresse, Marie Walewska, qui est polonaise, c'est en Pologne qu'elle a vu pour la première fois ce tableau sous forme de gravure. Et c'est ce qui fait qu'elle est tombée amoureuse tout de suite. En même temps, vous avez un petit peu, le mec est un héros militaire, elle attend un héros pour sauver la Pologne, banco, c'est lui. Donc, Napoléon, incontestablement, est un grand militaire, un grand soldat. Ses qualités sont absolument incontestables. Mais en même temps, que serait un grand général s'il n'a pas l'outil militaire à sa disposition? Parce qu'après tout, vous pouvez avoir des qualités remarquables. Si vous n'avez pas de bons soldats, pas de bonne artillerie, pas de bons subalternes, ça ne sert strictement à rien. Or, justement, Napoléon est un des militaires qui est disposé de l'outil militaire le plus exceptionnel de son temps. À commencer par ceux qui vont directement recevoir ses ordres, l'état-major, les maréchaux, les généraux. Celui dont il faut quand même tout de suite parler, c'est Alexandre Berthier. Berthier, c'est le grand organisateur. C'est le major général de Napoléon. On dirait aujourd'hui un chef d'état-major, si je voulais reprendre les termes actuels. Et cet homme-là, c'est vraiment celui qui reçoit les ordres de Napoléon et qui les donne. Mais il a cette qualité de comprendre tout de suite ce que veut Napoléon. Il a un côté intuitif. Il a compris quels sont les ordres que Napoléon allait donner et il a compris comment les transmettre aux autres. À tel point que Berthier est un homme qui va participer à beaucoup de créations militaires. On sait que c'est lui qui a contribué à faire la garde des consuls qui deviendra la garde impériale, donc ceux qui doivent protéger Napoléon. C'est également lui qui a participé à la création de la Légion d'honneur que vous êtes en train de faire passer. Je la récupère à la fin, c'est la mienne quand même. C'est également lui qui va permettre la réunion en 1802 de l'école d'application d'artillerie et du génie. C'est lui qui va participer à la création des 18 maréchaux. Mais le souci de Berthier, c'est quand Napoléon n'est pas là, il ne sert à rien. C'est un très bon exécuteur, c'est un très bon organisateur, mais ce n'est pas un bon chef de guerre. En 1809, par exemple, les Autrichiens attaquent en Bavière. Là, il est tout seul pour diriger et il fait n'importe quoi. C'est quand Napoléon revient que là, c'est bon. J'ai mon chef, j'ai ma tête pensante, j'ai mes ordres, je les repère. Et sans Berthier, il n'y a pas les grandes batailles et pas les grandes campagnes de l'Empire. Ensuite, il y a les maréchaux. Napoléon en a créé 18 en 1804, il y a à peu près une vingtaine qui vont être créés sous l'Empire. Et tous ces maréchaux, dont certains noms sont assez célèbres, Murat, Maréchal Ney, Davout, sont des hommes qui ont tous été des officiers d'Ancien Régime,
donc qui ont reçu la même instruction militaire que lui, et qui tous sont d'anciens généraux de la Révolution. Par exemple, Murat, c'est un ancien fils d'aubergiste. Le bonhomme va finir roi de Naples. Peut-être que ceux qui ont fait la courbette devant lui ont dû lui dire « Hé garçon, tu me donnes un steak ». Mais tous, du coup, ont été élevés par Napoléon. Tous ont des qualités exceptionnelles d'ailleurs. Je prends l'exemple de Davout, c'est le seul maréchal invaincu de Napoléon. Louis-Nicolas Davout n'a jamais été vaincu sur un champ de bataille. C'est un très grand stratège, quelqu'un qui est respecté par ses hommes, et c'est le seul maréchal qui ose prendre des initiatives sans en référer à Napoléon. Alors un autre que lui, Napoléon n'aurait pas accepté. Comme Davout est toujours victorieux, c'est ce qui lui épargne les remontrances de l'empereur. Mais Murat est un homme qui est un très haut chef de cavalerie. Il a mené plusieurs charges, dont celle des en 1807, qui a quand même pas loin de 18 000 cavaliers, c'est une charge exceptionnelle, et qui va rompre le front russe et sauver la bataille, qui aurait dû être perdue à ce moment-là. Il peut y avoir Lannes, qui va être un très grand tacticien. Lannes est un de ceux qui vont contribuer à la victoire d'Austerlitz, un de ceux qui vont combattre en Espagne. C'est malheureusement le premier des maréchaux d'Empire qui va mourir au champ d'honneur, les jambes broyées par un boulet de canon. C'est un peu dommage. Je cite encore le maréchal Ney, qui est très célèbre. Alors lui, ses soldats l'appelaient le Rougeau parce qu'il était rouquin. C'était un très bon entraîneur d'hommes, quelqu'un qui est un très grand tacticien, c'est pas un bon stratège. Et à part Davout, c'est le gros point faible du système napoléonien, c'est que le système a été hyper centralisé. Napoléon est revenu à ce qui se faisait sous l'Ancien Régime, quand il y avait un état-major général du roi. Les ordres ne partent que de Napoléon. Il est seul qui donne les ordres suprêmes. A priori, un maréchal n'a pas à prendre d'initiative sans lui avoir référé. Sinon, gare à lui. Il a intérêt à réussir. Sinon, il prend une bois vert. Pourtant, la centralisation napoléonienne, elle vient après le moment où la Révolution avait un peu laissé faire ce qu'elle voulait. En gros, les généraux de la Révolution font un peu ce qu'ils veulent. Il y a un ministère de la guerre avec Carnot qui essaie de gérer, mais en réalité, les généraux ont une très très grande marge de manœuvre et de latitude. Ils font ce qu'ils veulent. Bonaparte a été l'exemple en Italie. En Italie, Bonaparte a fait une campagne qui n'a jamais été dictée par le directoire. Il a fait ce qu'il a voulu de A à Z. À partir du moment où Napoléon a une chance, c'est plus possible. Napoléon va réformer l'armée française pour créer ce qu'on appelle le corps d'armée, qui est une mini-armée en miniature, dirigée par un maréchal. C'est à peu près 20 à 30 000, voire 40 000 hommes. 3-4 divisions dirigées par des généraux. Mais je dis que c'est une armée en miniature parce que, avant, sous l'Ancien Régime, une armée était composée d'une seule arme. Régiment, il n'y aura que de l'infanterie, que de l'artillerie, que de la cavalerie. Napoléon bouleverse tout ça. Le corps d'armée, vous avez de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie réunis. Alors, selon les régiments, vous allez avoir une domination de l'artillerie, ou bien de l'infanterie, ou bien de la cavalerie. Il n'y a que la garde impériale qui est vraiment un mix des trois assez équilibré. Mais avec ce genre d'invention, vous avez une petite armée qui peut se battre plusieurs heures contre l'armée ennemie plus grande. Elle a différentes armes pour tenir, elle peut manœuvrer de façon combinée, en attendant que d'autres corps d'armée puissent la rejoindre et du coup pouvoir écraser l'ennemi. Le problème, c'est que les ordres ne partent que de Napoléon. Alors au début de l'Empire, ça marche très bien, parce que les ennemis en face n'ont pas compris comment Napoléon se battait. À partir du moment où ils ont compris comment le bonhomme manœuvre, avec la campagne de Russie, la campagne d'Allemagne en 1813, et puis enfin la campagne de Waterloo, ils savent que si on s'en prend aux maréchaux indépendamment de Napoléon, là, ils ne peuvent pas manœuvrer. Et c'est là-dessus qu'ils vont l'avoir en grande partie. Ce que je dis sur les maréchaux, ça va également pour les soldats. C'est-à-dire que l'armée napoléonienne en 1805, quand commence l'Empire, ce sont tous des soldats qui ont commencé à se battre dès 1792. Donc c'est des gens qui ont déjà 13 ans de guerre dans les pattes. C'est l'armée la plus expérimentée d'Europe à ce moment-là. Ils savent ce que c'est que le bruit du canon sur un champ de bataille, donc ils ne sont pas impressionnés. Ils savent ce que c'est que le bruit de la mitraille. Ils savent comment manœuvrer, parce qu'à l'époque, une arme se charge en plusieurs coups. En principe, un fusil à l'époque, ça se charge en 1 à 2 minutes. Vous avez des soldats qui sont tellement expérimentés qu'en 30 secondes, ils ont réussi à charger le fusil et où ils peuvent tirer. C'est des soldats qui, en plus de ça, sont habitués à marcher. Napoléon est un homme qui va beaucoup faire marcher ses soldats. En moyenne, c'est 40 km par jour. Mais avec un équipement léger, il ne porte entre guillemets que 20 kg sur le dos.
L'armée romaine, c'était beaucoup plus. 20 kilos, c'est déjà beaucoup. Mais par rapport à d'autres armées, c'est beaucoup moins. Ils ont de quoi dormir à la belle étoile parce que généralement, ils dorment à la belle étoile, les soldats. Les tentes, la nourriture, c'est l'intendance qu'ils donnent. Et quand ils ont réussi à progresser de 40 km par de 60 km en une seule journée, les l'intendance n'a pas eu le temps de suivre. Mais ils acceptent ce sacrifice-là. Ils vont même réussir à faire un certain nombre d'exploits. Le plus gros exploit marathonien qui a été fait par les soldats de Napoléon, c'est le 3e corps du maréchal Davout. Le 3e corps du maréchal Davout, le 30 novembre 1805, se trouve à Dieppe, que les Français occupent. Et Davout reçoit l'ordre de faire remonter ses 10 000 hommes à Austerlitz, qui est à 130 km. Il faut qu'ils fassent les 130 km qui les séparent du champ de bataille. Ils ont 1 jour et demi pour le faire. Et ils y arrivent. Le 2 décembre à 6 heures, les soldats Davout arrivent. Ils se battent tout de suite contre les Russes. Ils sont parvenus à tenir jusqu'à 13 heures, alors qu'ils n'ont pas dormi depuis les 48 heures. Ils n'ont rien mangé du tout. Mais ils arrivent à tenir, ils repoussent l'ennemi, la bataille est gagnée. C'est dire les exploits que les soldats ont réussi à faire. Encore une fois, s'ils n'avaient pas eu la certitude qu'ils avaient un char exceptionnel, on peut douter qu'ils aient pu faire un exploit comme ça. Napoléon, enfin, en matière d'outil militaire, a probablement l'artillerie la meilleure d'Europe. Bon, d'abord, c'est un officier d'artillerie, il connaît très bien son arme. On sait que parfois, ça lui arrive d'aller directement sur un champ de bataille pour pointer lui-même le canon. Au risque de se planter, mais c'est un homme qui n'a pas vraiment peur sur un champ de bataille, il n'a pas peur physiquement pour lui. Et il va encore une fois bénéficier, en bonne héritier qui se respecte, de ce qui a été fait par l'Ancien Régime. Parce qu'en fait, l'artillerie française à la Révolution et à l'Empire, c'est Louis XVI qui a totalement réformé. Avec un lieutenant général d'artillerie qui s'appelait Gribeauval, un homme qui a réformé l'artillerie pour qu'elle devienne beaucoup plus maniable sur un champ de bataille. C'est notamment lui qui va, je vous donne une image, créer ce qu'on appelle le train d'artillerie, c'est-à-dire un train avec 4 chevaux qui peuvent tirer un canon tout de suite, et qui font que l'artillerie est extrêmement mobile sur un champ de bataille. Vous pouvez l'emmener d'un point A à un point B pour avoir une concentration de feu maximale. C'est par exemple ce qui, en 1809 à Wagram, va permettre à Drouot de pouvoir fusiller littéralement le centre autrichien, parce qu'en quelques minutes, il est parvenu, grâce à l'artillerie mobile, à réunir à peu près 100 canons au même endroit. En face, les Autrichiens ne peuvent pas réussir à répliquer. Et en plus de ça, l'artillerie française, à l'époque, tire beaucoup plus loin que l'artillerie ennemie. En moyenne, un canon français tire à 2 km. Les Prussiens, eux, ont une artillerie qui, au maximum, tire à 1 km. Donc ça veut dire que le temps que l'ennemi positionne des canons pour pouvoir tirer, vous avez eu le temps de les canonner pendant 1 km. C'est énorme sur un champ de bataille. Ça donne une très, très grande, on va dire, force et chance de réussite à l'armée française. Et puis Napoléon a enfin la plus grande armée d'Europe. Là aussi, il va bénéficier d'une chose qui a été faite avant lui. Parce que Napoléon bénéficie d'un service militaire qui est la conscription. C'est pas lui qui l'a mis en place, c'est la loi Jourdan-Delbrel qui date de 1797, donc du Directoire, et qui part du principe que les Français, à partir du moment où ils ont plus de 25 ans, peuvent faire effectivement au moins un ou 2 ans dans l'armée. Mais c'est lui qui va le pousser au maximum. On sait que grâce à la conscription, il va parvenir à enrôler pas tellement loin de 2 millions de Français entre 1805 et 1815. Ce qui est assez raisonnable, c'est 2% du total de la population française. À titre de comparaison, entre 1914 et 1918, l'armée française, c'est 8 millions d'hommes. Sur une population de 40 millions d'habitants, ça fait quasiment 20 à 25% du total de la population de l'époque. Donc finalement, Napoléon a été, ça ne peut pas de le dire, mais il a été finalement assez raisonnable en matière de conscription et, je dirais, d'enrôlement d'hommes. À la fin de l'Empire, c'est différent. Parce qu'à la fin de l'Empire, il faut éponger les dettes et les pertes, surtout de la campagne de Russie. Et on sait qu'en 1813, il y a 6 levées qui demandent plus d'hommes que durant les 6 années précédentes. Mais là, il n'y a pas le choix. Il manque 600 millions dans la caisse, il faut les trouver. C'est là que la légende de l'ogre de Corse est née. Et c'est ce qui rend la conscription très impopulaire à la fin du régime. Mais Napoléon a également enrôlé des soldats étrangers. L'armée française, c'est déjà 2 millions d'hommes, alors dans des frontières qui sont beaucoup plus encore étendues qu'elles ne sont aujourd'hui, puisque la France, à l'époque, c'est également les Pays-Bas, c'est également la Belgique, c'est également le Luxembourg, c'est également une partie de la Rhénanie, et c'est également la Catalogne, et même la partie nord-est de l'Italie avec l'équivalent de la Savoie.
Mais Napoléon, dans les territoires qui sont soumis au protectorat français, comme par exemple la Pologne ou par exemple l'Espagne, pas tellement l'Espagne, mais la Confédération du Rhin qui est l'équivalent de l'Allemagne, Napoléon va également imposer la conscription. Et de ces territoires-ci, on sait qu'il a tiré 1 million d'hommes. Ça fait donc une armée à 3 millions d'hommes au total. Aucune armée d'Europe ne peut réussir à avoir un tel nombre de soldats. Et quand vous avez une population à 30 millions d'habitants, ça aide. Cela étant, j'en viens maintenant à ma troisième partie. Malgré tout ce que je viens de vous dire, le génie napoléonien n'était pas sans limite et sans erreur. Et la première des limites de ce génie, c'est d'abord le fait qu'à un moment donné, la force morale a fini par passer d'un côté à l'autre. Et on sait exactement le moment auquel ça commence à basculer. Ce moment, c'est en 1808, quand Napoléon se lance dans l'aventure d'Espagne dont il n'avait pas besoin. L'Espagne était déjà un allié. Et quand il a vu que les Espagnols se révoltaient contre leur roi, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et là, il veut renverser le roi d'Espagne en le remplaçant par son frère à lui, Joseph. Mais les Espagnols ne veulent pas d'un Français pour diriger l'Espagne. Il leur dit, se rappeler de Robespierre, qui avait dit que personne n'aime les missionnaires armés. Là, pour le coup, Robespierre, si odieux a-t-il été, avait raison là-dessus. La réaction, c'est que les Espagnols se révoltent massivement contre l'armée française. Là, on a un soulèvement qui gagne tout le pays. Et le patriotisme, le nationalisme, disons-le franchement, qui jusque-là avait toujours aidé les Français, là, il passe de l'autre côté. Il y a au contraire en Espagne, du côté des insurgés espagnols, qui vont mener la guérilla. Le mot vient de cette époque-là. Le mot guérilla, ça vient du moment où Napoléon est en Espagne, parce que c'est une guerre de harcèlement que vont mener les Espagnols contre l'armée française. Et bien clairement, la force morale est de leur côté. La religion catholique espagnole va être le ciment sur lequel les Espagnols vont affronter les Français. Et en fait, Napoléon ne pourra jamais écraser vraiment les Espagnols, parce qu'il ne viendra jamais à bout de leur patriotisme. Et Napoléon, en plus de ça, va s'entêter en Espagne. Il va quand même y laisser 300 000 hommes pendant 5 ans. Si ces 300 000 hommes avaient été en Russie, peut-être que le sort de la campagne aurait été différent. C'est du chronique. Mais cette haine qu'il va y avoir finalement contre les Français, et du coup, ce passage de flambeau dans la force morale, on la voit également en Allemagne. On la veut pour preuve que dès 1809, il y a des tentatives d'assassinat contre Napoléon par des Allemands. L'étudiant Frédéric Stabs qui va tenter de tuer Napoléon et qui va clairement lui dire, parce que Napoléon l'a interrogé lui-même, je voulais vous tuer parce que vous faites le malheur de mon pays et que vous tuer n'est pas un crime mais un devoir. Napoléon à ce moment-là n'est clairement plus le héros français qui va diffuser la liberté révolutionnaire à toute l'Europe. À partir de ce moment-là, il est clairement vu comme un tyran, quelqu'un qui en plus prive les peuples européens d'un certain nombre de produits commerciaux, puisque depuis 1808, il y a le blocus continental qui en fait filtre toutes les marchandises anglaises qui arrivaient sur le continent européen. Et du coup, les Européens n'ont plus de soie, ils n'ont plus de coton, ils n'ont plus de sucre, ils n'ont plus d'épices. Alors ça, Napoléon dit, ah bah oui, moi je vais vous donner l'équivalent. Et le problème, c'est que les produits français, ils ne sont pas équivalents aux produits britanniques. Et puis surtout, Napoléon, il leur a fixé le prix qu'il voulait. Forcément, le principe du libre marché et de la concurrence libre et non faussée, Napoléon n'a pas bien compris tout ça. Ce qui fait que donc, à la fin, les ennemis, désormais, ont le désir de se battre contre Napoléon, contre les Français, qui sont vus désormais comme des forces d'occupation, comme des forces impérialistes, comme les gendarmes du continent européen, et puis inversement, cette grande armée, dans laquelle il y a 1 million d'étrangers qui se battent. Bah, à la fin, ces gens, ils vont d'abord se sentir italiens, ils vont d'abord se sentir espagnols, ils vont d'abord se sentir allemands, ils vont d'abord se sentir polonais, avant de se sentir sujet de Napoléon. Et puis au fur et à mesure que justement ces étrangers dans l'armée française sont de plus en plus nombreux, le sentiment patriotique français lui-même s'émousse. Les soldats ne se battent plus avec autant de force et de niaque qu'ils l'auraient fait au début de l'Empire. L'armée, on le sait, se met également à douter. Alors, jamais il y a eu de révolte dans l'armée contre Napoléon. Il n'a jamais eu affaire à de mutineries comme on le verra en 1917 durant la Première Guerre mondiale. Mais dans un certain nombre de lettres que, par exemple, l'historienne Nathalie Petitot a étudiées, on voit que certains soldats, parfois, vers la fin de l'Empire, sont tellement usés qu'il y en a qui finissent par dire qu'on lui envoie un coup de fusil pour que ça s'arrête. Alors, tout le monde ne le dit pas. Le simple fait qu'on puisse trouver des lettres de ce genre implique donc que le doute s'est inscrit dans l'armée française. Autre chose, Napoléon, en fait, a fini par être le meilleur instructeur de ses ennemis.
apprend toujours plus de ses erreurs que de ses victoires. Et bien là, c'est le cas. Napoléon, en fait, a fini tellement par se battre contre les mêmes ennemis qu'à la fin, ils savent comment ils fonctionnent. En 1812, en Russie, celui qui est l'artisan de la victoire, c'est pas Kutuzov comme l'a écrit Tolstoï dans Guerre et Paix, c'est Barclay-de-Tolly. Barclay-de-Tolly, c'est celui qui est, au début de la campagne de Russie, le général en chef de l'armée russe. Et alors que beaucoup de généraux russes, dont le tsar lui-même, voulaient affronter les Français tout de suite, il leur a dit non. Ce que veut Napoléon, c'est la bataille rangée. Et on sait très bien qu'il va être bon. Alors on va lui refuser la bataille rangée, on va reculer au contraire et le laisser s'enfoncer dans le territoire russe. Parce que les Russes, eux, connaissent très bien leur pays. Napoléon ne connaît pas la Russie, pour le coup. Il n'a pas eu de carte de Russie suffisamment étayée. Les Russes ont très bien compris que si on laisse avancer pour suffisamment loin, en appliquant tactile latin brûlé, on affame l'armée française, et le deux, quand l'hiver va se pointer, là, les Français ne sont pas prêts. S'il y en a un qui a vaincu Napoléon en Russie, c'est lui. Deuxième exemple, c'est Wellington. Wellington, c'est celui qui va vaincre Napoléon à Waterloo. Wellington est un homme qui, il faut le savoir, a commencé à affronter les Français dès 1809, quand les Français tentent d'attaquer l'Espagne. Il y a un corps expéditionnaire britannique, qui n'est pas très important, mais qui est quand même envoyé par les Britanniques pour combattre les Français. Et Wellington observe l'armée française depuis 1792. Il a compris qu'un des gros avantages de l'armée française, c'est l'artillerie. Donc, il faut éviter les tirs d'artillerie français. Et pour y arriver, il va avoir, lui, une méthode qu'il va appliquer toutes les batailles qu'il va livrer jusqu'à Waterloo, c'est de se placer sur une hauteur, sur une crête, mais de placer l'essentiel de son armée sur la contrepente. Donc, en dehors du champ de vision de l'ennemi. C'est comme si là, en réalité, l'armée britannique est sur le bas, et le reste de l'armée est derrière. Je ne la vois pas. À Waterloo, c'est le cas. Napoléon, il a devant lui le Mont Saint-Jean à Waterloo. Il a vu la première ligne britannique. Il a vu les canons installés sur la crête. Mais le reste, il ne l'a pas vu. Il ne sait pas où sont les troupes britanniques. Quand il voit des soldats à l'attaque, il ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Et c'est très déstabilisant. À titre de comparaison à Austerlitz, je suis allé là-bas, je sais ce que c'est. De la position où était Napoléon, il voyait très bien le plan de Pratzen. À Austerlitz, Napoléon voyait très bien le mouvement de l'ennemi. À Waterloo, il n'en voit aucun. C'est la différence. Et Napoléon lui-même, il lui arrive ce qui arrive à chacun d'entre nous, il vieillit. En 1812, Napoléon a 42 ans quand il attaque la Russie. On veut dire 42 ans, on est encore dans la force de l'âge. Napoléon beaucoup moins. D'abord, il n'a plus l'audace qu'il avait quand il était encore le jeune général de 26 ans qui va se lancer dans la campagne d'Italie. L'homme a vieilli. L'homme porte quand même le poids des responsabilités qu'il a portées depuis 15 ans qu'il est au pouvoir. L'homme s'est beaucoup empâté. La santé n'est plus la même. On sait que Napoléon, vers la fin de son règne, souffre d'abord de dysurie, c'est-à-dire l'impossibilité d'uriner. Il a une crise d'hémorroïdes le matin de Waterloo. En plus, pour petite histoire, ces médecins ont paumé les sangsues qui devaient le soulager. Ils lui ont donné du laudanum. Donc en fait, pendant plusieurs ans, Napoléon, excuse-moi le terme, est dans la choucroute. Mais comme les ordres ne partent que de Napoléon, l'armée française ne peut pas déclencher l'attaque. Alors qu'à Waterloo, l'armée française était présente depuis la veille au soir sur le champ de bataille. Elle n'attaque qu'à 11h30. C'est trop de retard. Parce que les alliés des Britanniques, les Prussiens, eux, ils n'ont pas attendu 11h30 pour se mettre en marche. Et c'est ce qui va expliquer sa défaite, c'est qu'en réalité, comme il a pris trop de retard pour affronter les Britanniques, les renforts ennemis, eux, vont arriver sur ses arrières et vont le battre à ce moment-là. Et Napoléon, à cause de ça, va rater beaucoup de batailles importantes. J'ai parlé de Waterloo à l'instant, on parlait également de la Moskova. La Moskova, c'est une bataille qui a lieu à 100 km de Moscou. Parce que malgré la technique de Barclay-de-Tolly, à un moment donné, il faut quand même se battre pour défendre Moscou, donc l'armée russe accepte la bataille rangée. C'était l'occasion pour Napoléon d'écraser l'armée russe et de finir la campagne. Or, il a raté cette bataille-là. Il la gagne, parce que les Russes vont reculer, mais alors que d'habitude, il faisait des mouvements tournants, des manœuvres sur les arrières dont je vous ai parlé, là, ce qu'il fait toute la journée, c'est qu'il envoie son armée attaquer frontalement l'armée russe. D'abord, ça fait des pertes colossales. À Borodino ou à la Moskova, il a perdu 20 000 hommes. C'est la bataille la plus sanglante de l'Empire à ce moment-là. Et il y en aura d'autres plus sanglantes encore qui viendront après.
Mais surtout, il n'a pas écrasé l'armée russe. Les Russes ont pu reculer, mais ils reculent en bon ordre. Leur organisation est intacte. Ils peuvent donc continuer à se renforcer. Et puis, du coup, il est forcé de continuer à avancer, à aller de l'avant. Napoléon aussi, c'est quelqu'un qui, si c'est un très bon communicant, c'est un très mauvais diplomate et homme politique. C'est un homme qui n'a jamais réussi à exploiter ses victoires. 77 batailles gagnées, mais finalement aucune qui n'aboutit à une paix définitive. Napoléon, je vous donne un exemple qui est celui des traités de paix qu'il a signé avec l'Autriche. Durant toute sa carrière militaire, il a signé 4 traités de paix. Celui de Campo-Formio en 1798, celui de Lunéville en 1801, de Presbourg en 1805, de Vienne en 1809. Chaque fois, l'Autriche prend l'engagement solennel de ne jamais recommencer la guerre contre la France. Et à chaque fois, il nous redéclare la guerre. Parce que Napoléon, à chaque fois, n'a jamais su briser totalement ses ennemis. Je vais faire une comparaison qui parlera sûrement à certains d'entre vous, celle du traité de Versailles en 1919. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés ont humilié l'Allemagne, mais ils n'ont pas brisé. L'Allemagne de 1919, elle a potentiellement encore les moyens de se redresser, de se reconstruire et un jour de repartir en guerre. Ajoutez à ça ensuite des gouvernements qui, dans les années 30, vont être totalement incompétents et lâches. Hitler peut réussir à faire ce qu'il fait. Mais l'épée de Napoléon, c'est un peu ça, justement. C'est l'épée qui humilie l'adversaire, mais qui ne l'empêche pas de se reconstruire, de repartir en guerre. La preuve, l'Autriche peut repartir 5 fois en guerre contre la France. La Russie peut repartir 3 fois en guerre contre la France. La Prusse peut repartir 2 fois en guerre contre la France. Jamais Napoléon n'a brisé un seul de ses souverains. Et là, les facteurs humains vont jouer. Pourquoi Napoléon ne les brise pas? Parce qu'il aurait pu faire le diplomate révolutionnaire et se dire, je suis héritier de la Révolution, vous roi, peut-être, ou du moins je vous renverse. Il ne l'a jamais fait. Parce que Napoléon, malheureusement pour nous, est un monstre d'orgueil. Il veut absolument faire partie du club. Il veut que les souverains d'en face le reconnaissent comme un des leurs, mais en même temps, je suis supérieur à vous, les gars. Quand il est en face de l'empereur d'Autriche, il est en face d'un homme dont les ancêtres remontent au XIIe siècle. Un des ancêtres illustres de l'empereur François, c'est quand même Charles Quint. Napoléon, c'est juste un sous-officier d'artillerie royale. Et vous, l'empereur d'Autriche, vous faites la courbette devant le bonhomme. Vous êtes contraint pour obtenir la paix de lui donner votre fille en mariage. L'humiliation, elle est immense pour l'empereur d'Autriche. Et c'est pareil pour le roi de Prusse, parce qu'en 1808, Napoléon fait un congrès européen à Erfurt. Le but, c'est que les Russes surveillent les Autrichiens pendant que lui va aller en Espagne. Rien de tout ça va se passer, mais il a eu envie de se faire plaisir. On est à Erfurt, on n'est pas tellement loin de l'ancien champ de bataille de Jena, où il a battu les Prussiens. Ben, je vous jure, c'est vrai. Il a organisé devant le prince héritier de Prusse et tous les autres souverains qui étaient là, il a organisé une chasse au lapin sur le champ de bataille d'Iéna. Et devant l'héritier du trône de Prusse, qui ont été rouges de honte, il s'est amusé à tirer sur les lapins que l'on a laissé gambader sur le champ de bataille. Ça, c'est du Napoléon tout craché. C'est l'orgueil de l'homme qui veut être un souverain comme les autres, mais qui en même temps veut que tout le monde reconnaisse que c'est lui le plus fort. Donc, si vous ajoutez à cela des traités de paix qui ne sont jamais définitifs, vous avez une haine supplémentaire qui va se créer de la part des souverains européens qui, à partir de 1812, ont une obsession. Il faut abattre ce bonhomme. Parce qu'il est très fort d'abord, qu'il peut très bien revenir chez nous. Il a quand même pris plusieurs capitales. Mais en plus, cette espèce de parvenu qui nous humilie, on va lui faire payer tout ce qu'il nous a fait. Et là où Napoléon lui-même n'a pas su saisir sa chance, c'est qu'en fait, de 1805 au premier mondial depuis 1792, avec le début des guerres de la Révolution, jamais les pays européens n'ont été tous unis contre la France. C'est la chance de la Révolution et de l'Empire. Jamais tous les souverains européens sont unis contre lui. À partir de 1813, si.
là, toute l'Europe est en guerre contre la France. Et c'est encore plus vrai en 1815. Je vais vous montrer une carte où tous les pays en rouge sont les pays qui sont unifiés contre la France. Voilà. Ça, c'est la carte de 1815. Tous les pays en rouge sont contre nous. Il y a 1 million d'hommes, sans parler des réserves, qui marchent sur la France. Au moment de Napoléon, il y a 250 000, 300 000 hommes. Faites le compte, même s'il avait gagné à Waterloo, l'affaire était réglée. Il a trop attendu. À la fin, ses ennemis savent se battre contre lui. Ils sont décidés à se battre contre lui jusqu'au bout. Le but n'est plus de remporter une bataille et de prendre les territoires. Il faut abattre Napoléon pour qu'il n'existe plus. En 1815, l'affaire est définitivement réglée. Alors maintenant, je conclue sur un épilogue qui serait de se dire, puisque nous avons désormais l'explication, oui, Napoléon est un très grand militaire, oui, Napoléon a eu un outil militaire à sa disposition, et comme finalement à la fin il l'utilise mal, il a fini par être vaincu. Et on peut se poser une question pour finir, est-ce que finalement cet art de la guerre, cette façon de faire la guerre, a influencé les autres? Pourquoi est-ce que Napoléon a été un influenceur, quoi? Oui, Napoléon l'a été. Vous avez beaucoup de tacticiens, d'essayistes militaires qui se sont influencés de Napoléon. Le plus célèbre étant Clausewitz. C'est un Prussien qui a combattu contre les Français, qui a combattu contre Napoléon, et qui a écrit un essai, qu'il n'a pas terminé d'ailleurs, puisqu'il est mort avant, qui s'appelle De la guerre, dans lequel il a analysé vraiment les campagnes napoléoniennes. Parce qu'il ne comprend pas que son pays, la Prusse, a pu être battu par Napoléon en 3 semaines en 1806. Il n'en revient pas. L'armée prussienne qui se fait écrabouiller par Napoléon, les Français entrent à Berlin. 3 semaines avant, on leur avait déclaré la guerre et nos officiers avaient aiguisé leurs sabres sur les marches de l'ambassade française. C'est ce que Clausewitz raconte. Dans son livre de la guerre, Clausewitz est le premier à parler de guerre totale pour parler des guerres napoléoniennes. C'est aujourd'hui, dans l'histoire, la guerre totale, on n'en parle que pour la Première Guerre mondiale. En fait, non. La guerre totale, c'est Clausewitz qui l'a définie en étudiant les guerres de Napoléon. C'est lui aussi qui a parlé de brouillard de guerre, etc. Par contre, les militaires célèbres qui sont inspirés de Napoléon, il y en a eu. Durant la guerre de sécession américaine, les 2 principaux généraux, Lee et Grant, l'un et l'autre ont été influencés par lui. Lee, il est surtout pour le contact qu'il a avec les soldats. Le général Lee est très proche de ces hommes qu'il admire et qui se battent avec plus de courage quand il est là. C'est également un homme qui, en tant que tacticien, en champ de bataille, réussit à donner des coups de force là où il y a des faiblesses. Mais là où Lee n'a pas été assez napoléonien, et où Grant l'a été à sa place, c'est que Lee n'a pas une vision totale des théâtres d'opération. Grant, lui, il l'a. Il voit le conflit en sa totalité. Il n'est pas focalisé que sur un seul point du front. Il les voit tous, ce que pouvait faire Napoléon. Et c'est pour ça que Grant va avoir l'avantage. C'est à cela que le Sud n'avait pas les moyens en fait de faire cette guerre. Ils n'ont pas assez d'hommes, ils n'ont pas assez d'industrie. Un autre héritier de Napoléon, mais qui lui n'a pas eu le temps de voir ses plans mis en œuvre, mais d'ailleurs parce qu'en fait ils n'ont pas été mis en œuvre, c'est von Schlieffen. Von Schlieffen, c'est celui qui dirige l'armée allemande avant la Première Guerre mondiale. Et l'homme avait conçu un plan pour écraser l'armée française, justement en faisant une immense manœuvre sur les arrières, et qui justement n'a pas été mis en place parce que ceux qui, moment venu, vont mettre le plan Schlieffen en place ne vont pas faire exactement comme il avait voulu. Et lui, s'est directement inspiré de Napoléon pour le faire. Par contre, durant la Première Guerre mondiale, celui qui va être le plus napoléonien, c'est Foch. Parce qu'à la fin de la guerre en 1918, quand Foch devient le chef d'état-major général de toutes les armées alliées, il va faire du Napoléon en repoussant d'abord les attaques allemandes du printemps 1918, en voyant où sont les failles du dispositif allemand et en faisant une série d'attaques répétées sur ses points faibles. En gros, Foch va faire ce que Napoléon a fait durant la première campagne d'Italie. Avec en plus l'avantage que lui a des effectifs qui sont supérieurs à ceux des Allemands. Ce qui fait que les Allemands reculent et qui vont finalement demander l'armistice. Le dernier militaire dont on peut dire qu'il a été napoléonien, pas pour notre bonheur, nous les Français, c'est von Manstein. Von Manstein, c'est le général allemand qui va imaginer le plan qui va battre les Français en 1940, qui est un plan napoléonien en ce sens qu'il consiste à attirer les Français en Belgique et en Hollande, alors que l'attaque principale va avoir lieu dans les Ardennes. Et de lancer une attaque massive de chars pour briser la ligne ennemie, exactement comme Napoléon pouvait envoyer
une charge de cavalerie pour briser le front ennemi à un instant T, et pouvoir ensuite, avec ses chars, remonter sur la Manche pour piéger l'armée française et l'armée britannique. Von Manstein a clairement fait du Napoléon. La différence, c'est que les généraux allemands, depuis Clausewitz, je reviendrai là-dessus, sont des gens qui sont tellement inspirés de Napoléon qu'ils ont oublié comment le bonhomme a perdu. Dans les mémoires de von Manstein, vous avez un mot qui revient sans arrêt en allemand. Alors, excusez mon allemand, il parle de l'Entscheidungsschlacht. Ça veut dire la bataille décisive. Parce que les généraux allemands ont tellement eu Napoléon qu'ils sont convaincus qu'avec une bataille, on peut régler la guerre. La campagne de France leur a fait croire que c'était le cas. Sauf qu'ils n'ont pas vu l'histoire de Napoléon jusqu'au bout. Comment ça se fait que Napoléon, après Austerlitz, après Friedland, après Wagram, Napoléon perd la guerre? Ils ne se sont pas posé la question. Parce qu'en fait, tant que l'ennemi a des moyens de lutter, tant qu'il a les moyens de refaire ses forces, tant que vous n'avez pas abattu l'ennemi clairement, la guerre peut continuer indéfiniment. Les Allemands n'ont jamais brisé la Grande-Bretagne, ils n'ont pas brisé le potentiel industriel soviétique, ils étaient hors de portée des machines de guerre américaines, ils pouvaient vaincre l'armée française, la guerre n'est pas forcément gagnée. Je finirai sur la vie d'un autre grand homme qui a étudié un petit peu l'épopée napoléonienne pour savoir ce qui marchait et ce qui n'avait pas marché. Cet homme, c'est le général de Gaulle, qui a écrit un livre en 1938, il était encore que colonel, et il a écrit La France et son armée, dans lequel il fait un petit peu un panégyrique ou un panorama de toute l'armée française dans son histoire. Sur Napoléon, il a écrit ceci. Sa chute fut gigantesque en proportion de sa gloire. Celle-ci et celle-là confondent la pensée. En présence d'une si prodigieuse carrière, le jugement demeure partagé entre le blâme et l'admiration. Mais faut-il compter pour rien l'incroyable prestige dont il entoura nos armes, la conscience donnée une fois pour toutes à la nation de ces incroyables aptitudes guerrières, le renom de puissance que recueille la patrie et dont l'écho se répercute encore. Napoléon a épuisé la bonne volonté des Français, fait abus de leur sacrifice, couvert l'Europe de tombes de cendres et de larmes. Pourtant, ceux-là même qui fit souffrir les soldats lui furent les plus fidèles. Et de nos jours encore, malgré les temps écoulés, les sentiments différents, les deuils nouveaux, des foules venues de tous les points du monde rendent hommage à son souvenir et s'abandonnent près de son tombeau au frisson de la grandeur. Et là, c'était une allusion directe non seulement à tous les touristes qui viennent voir le tombeau de Napoléon, mais à ce qui s'est passé en 1840, quand les cendres de Napoléon reviennent. Vous avez eu d'anciens soldats qui n'avaient pas fait la guerre depuis 20 ans, qui remettent tous l'uniforme napoléonien, ils remettent les décorations, et ils bivouaquent une dernière fois, ils sont tous sexagénaires. Ils bivouaquent une dernière fois dans la cour des Invalides, comme le bon vieux temps. C'est-à-dire que 20 ans après, malgré les défaites, ces soldats étaient toujours en admiration devant lui, et c'est finalement la plus grande réussite qu'il a fait en tant que militaire. Je vous remercie. J'ai exactement tenu mon temps parce qu'il est 58 minutes, donc j'ai vraiment tenu 1 heure. S'il y en a qui ont des questions, bah maintenant écoutez, on va leur passer le micro et puis je vais avoir l'heure directement. Une question, oui. Oui, c'est vrai. Alors, il a fait un truc, il a fait quelque chose de napoléonien. N'oubliez pas que justement, Hannibal, c'est le modèle de Napoléon. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, il s'inspire d'Hannibal, c'est vrai, mais bon, il s'inspire aussi un petit peu, on voit que la manœuvre est napoléonienne. Alors, il n'a pas forcément dit, il ne fallait pas forcément dire qu'on s'inspire trop de Napoléon, parce que dans l'armée allemande, c'est pas très politiquement correct, quoi. Parce que ça reste quelqu'un qui les a humiliés. En plus, Schlieffen, c'est vraiment un officier prussien. Si on se met à dire, je fais du Napoléon pour battre les Français, ça va pas tellement. Voilà. D'ailleurs, même Hitler n'admire pas Napoléon. Hein. Hitler, il va sur le tombeau de Napoléon aux Invalides, c'est pas pour l'admirer, c'est pour le toiser. C'est pour se dire, moi j'étais mieux que lui. Et c'est vrai qu'effectivement, Hannibal, on va dire que c'est une référence. Et le principe de la croyance dans cette bataille unique qui va régler le sort de la guerre, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment intoxiqué, on peut le terme à dessein, toute cette génération de généraux allemands à partir de Clausewitz. S'il n'y a pas Clausewitz avant, c'est peut-être pas forcément évident que les Allemands auraient fait toutes ces erreurs après. Alors pourtant, il y a beaucoup de réussite, hein, on va quand même pas mentir. Le fait que
ils nous ont battus en 6 semaines. C'est tragique, mais c'est comme ça. Je parle de 1940 pour le coup. Par rapport à la conscription, justement, notamment dans les pays occupés, notamment en Prusse, notamment en Hongrie, en Russie. Comment est-ce qu'ils arrivaient en fait avec des langues si différentes? En fait, comment dans un premier temps la conscription a fonctionné, parce que c'est quand même énorme en termes de logistique. Comment est-ce qu'il a réussi en fait comment a-t-il réussi en fait l'exploit de la conscription dans les pays qu'il occupait à l'époque? Non, parce qu'il n'aura pas tellement demandé leur avis. Alors, c'est déjà entre une première réponse, il n'aura pas tellement demandé leur avis, et finalement, cette conscription est réussie pour une raison simple au niveau de l'encadrement, c'est parce qu'à l'époque, le français, ça reste la langue de l'élite. Alors là, dans les pays occupés, c'est pas la même, c'est pas la même sociologie des officiers. Autant pour ce qui est des officiers français, c'est vraiment des officiers révolutionnaires. Pour ce qui est d'autres pays, c'est parfois encore des gens qui sont des officiers des anciennes monarchies, mais ils n'arrivent rien à parler français. La communication, elle se fait assez sans problème. Donc aussi, les officiers, c'est dans leur langue d'origine. C'est plus compliqué à la fin de l'Empire, cela dit, qu'après, on peut se permettre de parler directement aux soldats. Mais a priori, là, la conscription, elle n'a pas été si compliquée que ça à mettre là. C'est plus compliqué, cela dit, dans les pays qui sont en train d'ébullition. C'est-à-dire qu'en Espagne, clairement, la conscription ne marche pas. Dans certains pays allemands, à la fin de l'Empire, à partir de 1812, on commence à avoir des révoltes. Et là, c'est plutôt à la base qu'il y a un refus d'enrôlement. C'est que dans beaucoup de pays européens, y compris d'ailleurs en France, tu as des conscrits qui vont se casser les dents. Parce qu'à l'époque, une cartouche, elle est en papier dur, il faut la déchirer avec la dent pour pouvoir inverser le contenu en canon. Si on n'a pas de dents, on ne peut pas réussir à déchirer la cartouche. Donc on est réformé. Mais les refus de conscription, voire des échauffourées qui ont eu lieu devant les casernes de recrutement, il y en a à la fin de l'Empire. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment à partir de 1810 que là, ça commence vraiment à être beaucoup plus compliqué. Oui. Oui. Bah, non, en fait, il faut que je parle oui, en fait, il faut que je parle avant Trafalgar. Il faut savoir une chose par rapport à la marine, Napoléon s'est beaucoup intéressé à la marine, beaucoup plus qu'on pense. Le problème, c'est qu'il arrive après la Révolution. Oui, oui, absolument. La marine française, d'abord la marine française, la royale, elle est quasiment aussi nombreuse en termes de tonnage que la marine britannique en 1789. Et les officiers marins, ils ont fait preuve de leurs compétences en battant la marine britannique lors de la guerre d'indépendance américaine. S'il n'y a pas la marine française, les insurgents ne sont pas débarrassés des Anglais, clairement. Le problème, c'est que la révolution éclate en 1789 et qu'en fait, l'armée royale et la marine royale se sont totalement délitées en quelques semaines. Les révoltes sont d'ailleurs plus féroces dans la flotte, parce que naturellement, comme c'était dans les ports qu'arrivaient les idées d'Amérique en premier, c'est là que ça avait davantage infusé. Donc, ce qui se passe à l'été 1789, c'est que tous les officiers de marine émigrent. Donc, on se retrouve avec la meilleure flotte du monde et puis aucun marin pour la mener. Et pendant 10 ans, nos navires pourrissent dans leur port. Alors que pendant 10 ans, les Anglais continuent à faire des navires, continuent à former des marins. Donc, quand Napoléon arrive, en fait, il y a 10 ans de retard. Et pendant 25 ans, il va relancer la marine. Alors, il y a effectivement l'épisode de Trafalgar où il y a une partie de la marine française de Méditerranée qui est vaincue. Mais il a d'abord totalement refait tous les arsenaux européens. Là, je dis vraiment européen parce qu'il ne s'est pas compté que de la France. Il a vraiment vu aux dimensions de l'Europe. Et on sait qu'à la fin de l'Empire, la marine française a retrouvé, en termes de tonnage d'expérience, l'équivalent de ce qu'elle avait en 1789. Le problème, c'est que les Anglais ont pris pour le coup des indépendances, donc ça ne sert plus à rien. Mais il a toujours eu un certain nombre d'espérances par rapport à la marine. Le souci également, c'est qu'il manque de marins. Le seul marin vraiment compétent qu'il a eu, c'est Latouche Tréville, qui est un ancien immigré qui revient en France pour se mettre à son service. Et Latouche Tréville, a priori, c'est lui qui aura dû mener la flotte française qui va finir à Trafalgar. Le problème, c'est qu'il meurt de maladie et qu'ensuite il a filé la flotte française à quelqu'un qui est beaucoup moins compétent, qui est l'amiral Villeneuve, qui lui va faire beaucoup d'erreurs et qui finit par commettre l'erreur finale d'affronter Nelson au large de Cadix, alors qu'il aurait pas dû prendre la mer un jour où il avait le vent contre lui. Parce que vous voulez, bon, bah, tout le monde n'est pas forcément compétent. Oui.
rapport de force entre l'Angleterre et la France était vraiment démesuré. La marine anglaise avait 120 000 marins, alors que la France, on n'avait plus que 30 000 à l'arrivée de Napoléon. Oui, effectivement, bah là, ça reprend ce que je disais, c'est qu'effectivement, la révolution de ce point de vue est une catastrophe totale. On peut vraiment dire que d'un point de vue géostratégique, la révolution, c'est le moment d'un déclin, clairement. Parce que là, je vais citer un très grand essayiste militaire américain qui est Alfred Mann. Je ne sais plus quel est le nom du livre qu'il avait écrit, mais il avait beaucoup étudié, lui, Alfred Mann, c'est un Américain qui a étudié l'histoire maritime britannique, et il a bien compris que la Grande-Bretagne avait fondé sa puissance mondiale sur la marine. Un pays qui tient les mers, c'est quelqu'un d'abord qui tient le commerce. C'est pas rien. On peut organiser des blocus, on peut envoyer des troupes d'un point à l'autre du monde en les transportant. Ça donne un très sérieux avantage. Et Alfred Mann, de ce point de vue-là, a beaucoup d'ailleurs influencé à partir de son étude des victoires britanniques et des défaites françaises. Il influence justement la politique américaine en ce sens. Les Américains, à partir de 1914, ont tout fait pour avoir la première flotte du monde. Je rappelle quand même accessoirement que la flotte militaire américaine à l'heure actuelle est présente sur tous les océans et qu'elle est plus importante en termes de tonnage que la flotte française, chinoise, russe, indienne et allemande réunies. Donc les Américains, ils n'ont pas beaucoup de soucis à se faire. Même si la flotte chinoise est en train de monter en puissance aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que la moitié de la flotte de guerre américaine depuis Barack Obama est dans le Pacifique. Autre question encore? Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. De rien. Je ne vais pas vous faire de l'Uchronie, mais J'adore l'Uchronie, par parenthèse, donc on peut y aller. Oui, mais bon, c'est pas l'histoire. Mais en tout cas, vous avez parlé des erreurs de Napoléon, notamment en diplomatie. Mais j'ai quand même du mal à me figurer la chose. Est-ce que ça aurait pu tenir diplomatiquement l'empire gigantesque de Napoléon? Est-ce qu'il aurait pu être plus fin dans la diplomatie et ne pas faire en sorte que toute l'Europe ne se regroupe pas compris? Est-ce que c'était pas inexorable? C'était pas inexorable. Le coche qu'il a manqué, c'est en 1805 quand il est victorieux à Austerlitz. Là-dessus, il faut en donner crédit à celui qui était à l'époque son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand. Quelques semaines avant la victoire d'Austerlitz, Talleyrand a écrit une immense lettre à Napoléon, qu'on peut retrouver sur Internet, dans lequel il lui propose une organisation de l'Europe, qui passe par la réconciliation avec l'Autriche. Et ça passe par le fait, Talleyrand lui a bien dit, d'abord, on n'humilie pas l'adversaire. Ça, Napoléon, il a oublié la leçon, clairement. Et il lui a dit, si vous décidez d'agir comme un souverain d'Ancien Régime, vous devez avoir la même diplomatie qu'eux. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, généralement, en tant que roi, on s'échange de territoire. Je vous donne l'Alsace, en échange, vous me donnez le Nord. Ou bien, je vous laisse la Pologne, vous me laissez la Lorraine. Dans ce mémoire que Talleyrand avait écrit à Napoléon, il avait dit à Napoléon, il faut qu'on vire effectivement les Autrichiens d'Allemagne. Donc on en prend le Tyrol, on en prend une partie de la Bohême. Mais en contrepartie, on les aide à prendre la Valachie et la Moldavie et la Transnistrie. Correct. Pardon? Oui, absolument. Il avait dit, il avait dit à Napoléon, de toute façon les Ottomans n'ont qu'un petit territoire, on va pouvoir les convaincre de le lâcher. Et il avait dit de fait, vous allez opérer un retournement stratégique de l'Autriche. Parce que désormais ils seront en contact avec les Russes, c'est eux qui vont devenir leurs ennemis. On est définitivement débarrassé du coup de l'Autriche sur notre flanc est. Et par contre, on est sûr que les Autrichiens de fait vont avoir un nouvel ennemi dont on va être totalement débarrassé. Mais ce n'est pas le choix de Napoléon. Il prend les territoires du Tyrol, mais il ne donne aucune concession. Et surtout, à partir du moment où Napoléon fait le blocus continental en 1806, ben là, il oblige la France à être le gendarme du continent européen. Et c'est finalement là qu'il va se couper des élites et des peuples européens. Parce qu'à partir du moment où vous devenez le gendarme de tout le monde, on vous aime plus tellement. Ce n'est pas les grévistes qui prennent des coups de matraque en ce moment sur les Champs-Élysées qui me diront le contraire. Les CRS, généralement, on n'aime pas ça. Les Américains qui interviennent partout, on n'aime pas ça. C'est un peu la même chose qui lui est arrivé. Oui, bien sûr, ça aurait pu se passer. Il aurait fallu que Napoléon ne soit pas Napoléon. Ah, c'est une trop compliqué à faire ça. Alors c'est autre chose. La guerre de 1866, c'est la guerre où les Prussiens écrasent les Autrichiens. Mais justement, Bismarck a failli être un nouveau Napoléon.
il s'est arrêté au bon moment. C'est-à-dire que Bismarck, son but, c'est d'unifier l'Allemagne à partir de la Prusse. Pour ça, il a quand même déclenché 3 guerres pour y arriver. Mais il a presque failli se mettre toute l'Europe à dos. Quand il voit que la Grande-Bretagne est à 2 doigts de soutenir la France en 1971, là, il s'arrête. Et tout le reste de l'histoire de Bismarck va être sans arrêt d'essayer de maintenir la paix européenne, notamment en encourageant les Français à faire la colonisation. Ce qui va être une erreur pour lui d'ailleurs. Parce que ce qui va manquer à l'Allemagne en 1914, c'est les colonies justement qui lui serviraient de base économique, commerciale, vivier d'hommes. Les Allemands le comprennent un petit peu au moment de la crise du Maroc d'ailleurs. Ils comprennent que là, ils ont fait une erreur de laisser les Français et les Britanniques prendre autant de colonies, et c'est là qu'ils veulent récupérer le Maroc pour avoir un péage sur l'entrée de la Méditerranée. En 1911. C'est 1911 qu'il y a la crise du Maroc, me semble-t-il. Mais là, les Anglais vont soutenir les Français, donc ça ne passera pas. Bon. Mais oui, on peut supposer que Talleyrand en fait, avait l'idée d'organiser un équilibre européen où la France serait prépondérante, mais un peu sur le modèle de 1648 de Westphalie. C'est-à-dire que la France, oui, est l'arbitre de l'Europe, mais n'écrase pas tous les autres. Napoléon, c'est pas du tout l'idée qu'il en a. L'idée qu'il en a, c'est la France dirige tout le monde et tout le monde obéit à la France. Et naturellement, quand on est le meilleur pays du monde, tout le monde va avoir une domination. Donc on peut dire, c'est que non, il a vu beaucoup trop grand, malheureusement pour nous. Alors, on voit pas que Napoléon va s'arrêter quelque part. Alors, officiellement, sous écoute, c'est ça, c'est bon. Alors maintenant,